Bonjour à tous, bienvenue à vous ici au Musée Mémorial pour la Paix à Caen pour le 74e anniversaire du débarquement en Normandie. C'était le 6 juin 1944, le début de la libération de l'Europe. Et nous sommes ici au Mémorial qui fête aussi ses 30 ans, aujourd'hui inauguré le 6 juin 1988 par le président François Mitterrand. Nous allons en parler au cours de cette émission spéciale. Nous serons également en direct depuis 5 lieux très représentatifs à Merville-Franceville tout d'abord, sur la côte du Calvados, là où a eu lieu aujourd'hui la grande cérémonie internationale de ce 74e anniversaire. Nous serons à un endroit qui s'appelait encore le pont de Bénouville il y a 74 ans et pas encore Pegasus Bridge où nous retrouverons Leïla Landry. Nous serons dans le secteur américain du côté de Utah Beach et Saint-Côme-du-Mont avec Stéphanie Lemaire. Au Havre pour évoquer le bombardement des villes normandes. Le débat est toujours ouvert aujourd'hui. Fallait-il bombarder les villes normandes où nous retrouverons Emmanuel Darcel. Et puis enfin nous irons de l'autre côté du Channel de la Manche, retrouvé à Portsmouth, Aurélie Misery. Portsmouth, là où les troupes se sont embarquées, c'est un des ports du sud de l'Angleterre, où une partie des troupes s'est embarquée pour venir débarquer sur nos plages le 6 juin 1944. Et avec moi sur ce plateau, des invités. Olivier Vivorca, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et écrivain. J'ai quelques-uns des livres que vous avez écrits ici, notamment sur l'histoire du débarquement en Normandie. On est en plein dans le sujet. Des livres sur la résistance. Vous êtes un grand spécialiste de la résistance en France. Et puis, un petit livre dont le deuxième tome, je crois, sort en ce moment, sur les mythes de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion d'enfoncer quelques portes et de remettre en place quelques idées reçues. Et Stéphane Martens, vous êtes allemand, vous êtes le directeur adjoint de l'Institut historique allemand à Paris. Et vous aussi, vous avez écrit ou dirigé l'écriture de plusieurs ouvrages sur le débarquement et sur Overlord. Michael Dodds, vous êtes le directeur du comité régional du tourisme de Normandie. Et nous évoquerons avec vous peut-être l'évolution qu'il faut donner à ces cérémonies, à ces hommages, à ce travail de mémoire pour que l'idée perdure auprès des jeunes générations. Enfin, celui qui nous héberge ici au Mémorial, Stéphane Grimaldi, le directeur général du Mémorial de Caen. Merci infiniment. Et on parlera avec vous donc de cet anniversaire de votre noble établissement qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Enfin, et je ne l'oublie pas, Chonu qui est un petit peu à l'écart de notre plateau et qui nous fera bénéficier de son regard acéré sur le débarquement. Nous allons partir tout de suite sur l'un de nos points de direct. Retrouver Jean-Baptiste Patier à Merville-Franceville, là où avait lieu tout à l'heure la grande cérémonie internationale. Comment cela s'est-il passé, mon cher Jean-Baptiste ? Eh bien, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'émotions ici sur le site de la batterie de Merville-Franceville. C'est la première fois que la batterie de Merville-Franceville accueillait la cérémonie officielle internationale en présence de nombreuses délégations étrangères. L'ambassadrice des États-Unis était présente, mais aussi des représentants de la Grande-Bretagne, du Canada, du Benelux, des pays scandinaves et bien sûr aussi l'Allemagne. Pour la France, eh bien, c'était Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, qui représentait Emmanuel Macron, le chef de l'État, mais aussi la République française. Elle a dit une phrase très importante après avoir honoré les libérateurs. Elle a dit « La France salue la mémoire des civils qui ont payé le prix de la libération ». Autre instant vraiment rempli d'émotions, c'est quand un des deux vétérans britanniques du fameux 9e bataillon de la 6e division aéroportée britannique, ceux qui sont intervenus ici même la nuit du jour J, et bien quand cet homme Glover est arrivé ici même sur la stèle, devant la stèle, déposer une charge avec un enfant, un jeune garçon de 10 ans. Eh bien vraiment, nous avons senti parmi la foule et aussi parmi les officiels beaucoup d'émotions avec cet instant très très fort, solennel devant la stèle érigée en hommage à ces hommes qui ont dû prendre ce site allemand durant la nuit donc du 6 juin 1944. Et dans quelques instants, d'environ 10 minutes, des parachutistes vont sauter pour rendre hommage à ces libérateurs. Eh ben on viendra vous revoir tout à l'heure. N'hésitez pas à reprendre la parole, Jean-Baptiste, pour nous parler de ce parachutage. Stéphane Grimaldi, vous avez des vétérans qui viennent toute l'année chez vous ici au Mémorial. Il y a toujours une émotion très intense dans ces cérémonies. Les rares qui sont encore parmi nous, c'est vrai que leur nombre diminue un peu plus chaque année, mais il y a toujours une émotion extrêmement forte de les voir revenir en Normandie 74 ans après. Oui, absolument. Et votre confrère a dit quelque chose qui est très important, c'est que les gens, et notamment les enfants, sont particulièrement touchés, sensibles et attentifs à ces personnes. Et moi, j'observe aussi quelque chose, c'est que ces vétérans sont toujours très heureux d'être là. C'est un bonheur profond, et ces rencontres sont toujours très belles.
Stéphane Mertens, en 2004, Gerhard Schröder et Jacques Chirac sont les bras l'un dans l'autre. Il y a une accolade qui est extrêmement connue. Pour les vétérans allemands aussi, c'est un moment d'émotion intense, ces cérémonies. C'est ça, mais c'était la première fois à ce moment-là que les Allemands ont assisté pratiquement aux commémorations, parce que 2004, c'était la première fois qu'il y avait non seulement le chancelier, mais toute une délégation allemande. Avant, en Allemagne, c'était plutôt une bataille, ça veut dire un événement militaire, et ça n'a changé que dans les années 80 avec cette fameuse discours du président Weizsäcker qui, dans le Bundestag, a souligné que le 8 mai 1945, l'Allemagne a été libérée. Et même parmi les chercheurs, on a commencé à ce moment-là de se poser la question. Est-ce qu'on parle du débarquement ou jusqu'à ce moment-là, du côté des Allemands, on a plutôt pris la formule invasion. Invasion, oui, l'invasion. Alors de quel côté êtes-vous lorsque vous parlez d'invasion? Ça veut dire là, on a commencé à être plus sensible, non seulement en ce qui concerne les événements, mais aussi sous quelle forme est-ce qu'on décrit ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça veut dire un changement à ce moment-là du côté allemand. Et c'est vrai que c'est un lent travail, la réconciliation, qu'il ne faut jamais oublier, et c'est extrêmement important. On va partir maintenant de l'autre côté de la Manche, retrouver Aurélie Misery à Portsmouth, là où tout a commencé, Aurélie, où ils ont embarqué, d'abord dans la soirée du 4, et puis on les fait revenir parce que le temps est trop mauvais, et donc le 5, c'est le grand départ vers les plages de Normandie pour les soldats alliés dans tous ces ports de la côte sud de l'Angleterre, dont Portsmouth, là où vous êtes en ce moment. Bonsoir Laurent, absolument, un Portsmouth base arrière, puisque dans les semaines, les mois qui ont précédé le jour J, c'est tout le secteur de Portsmouth qui est transformé en un immense camp militaire, ou plutôt des dizaines de camps militaires répartis en dehors de la ville, dans les forêts, à l'abri des raids aériens de la Luftwaffe. Des soldats que les habitants ont pu tout de même croiser, puisque pendant de longs mois, ces soldats se sont régulièrement entraînés à débarquer sur les plages de cette côte sud de l'Angleterre. Ensuite, les choses se sont précisées. 1er avril 1944, toute la bande côtière est fermée au public, et à partir du 26 mai 1944, les troupes sont confinées dans leur camp. À l'approche du D-Day, Portsmouth a été aussi une immense plateforme logistique pour approvisionner ces soldats en nourriture, en munitions et en matériel. Sur ces docks de Portsmouth ont été notamment construits le fameux planeur Orsa, utilisé pour prendre les ponts de Bénouville et de Ranville, et puis des caissons Phoenix du port artificiel d'Arromanches. Et c'est bien sûr à quelques kilomètres d'ici, à Southwick, que le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, a prononcé ce célèbre « OK, let's go », ce signal de départ pour des milliers d'hommes. Il faut imaginer, Laurent, ici, des navires à perte de vue, des navires, selon les témoins, qui recouvraient ce bras de mer du Solent jusqu'à l'île de Wight. Oui, le Solent qui est effectivement cette avancée d'eau derrière le triangle de l'île de Wight avant que les navires partent vers Piccadilly Circus, le point dans la Manche où ils se sont tous rassemblés. Nous allons prendre de la hauteur avec une partie qui s'appelle le débarquement vue du ciel, et sur un site, un lieu où tout a un peu commencé, le débarquement vue du ciel à Pegasus Bridge. « 6 juin 1944. Dans les premières minutes du jour J, 6 planeurs survolent silencieusement l'Orne et son canal. Dans ces avions, 180 hommes de la 6e division aéroportée britannique aux ordres du major John Howard. L'opération coup de main est lancée. L'objectif, s'emparer de 2 ponts. Bénouville, sur le canal reliant Caen à la mer, seul point de passage entre la capitale du Calvados et la Manche. Ranville, situé sur l'Orne, essentiel pour assurer le ravitaillement et la tête de pont à l'est du fleuve. En plus des soldats, les 6 avions sont chargés de jeeps, remorques et canons. Leur poids, presque 7 tonnes chacun. Alors ils descendent vite, trop vite. Les 3 premiers planeurs se posent lourdement, mais avec précision, à quelques mètres du pont de Bénouville. Côté allemand, aucune alerte n'est donnée. Les sentinelles croient à la chute d'une pièce de bombardier avant de fuir une fois l'assaut lancé. 2 autres planeurs atterrissent non loin du pont de Ranville. Il est pris aussitôt car il n'est pas gardé.
Le dernier planeur se retrouve à quelques kilomètres au nord après une erreur de pilotage. Minuit 30, mission accomplie. Le major Howard envoie à ses supérieurs le nom de code Ham & Jam, jambon et confiture. Il faut tenir coûte que coûte. Dans quelques heures, le débarquement aura lieu. Et oui, tenir jusqu'à ce que la relève arrive. Retour ici au mémorial de Caen. John Howard d'ailleurs qui est revenu sur le lieu de son exploit, de la prise du pont de Bénouville, quasiment jusqu'à sa mort en 1999. Tous les 5 juin au soir, il revenait pour boire un coup de champagne avec ses copains et ses frères d'armes des Oxon Bucks sur le site même de son exploit quelques années plus tôt. Bonsoir Leïla Landry, vous êtes en direct avec nous depuis Pegasus Bridge. C'est là un peu que le débarquement a commencé. Dans la nuit, aux premières minutes du 6 juin, à l'aube, il y a 74 ans. Oui, alors écoutez, aujourd'hui, la petite commune de Bénouville, qui abrite le pont de Pegasus Bridge, a accueilli beaucoup de monde tout ce matin et tout ce midi pour rendre hommage notamment à la 6e aéroportée britannique, car c'est ici, vous l'avez dit, qu'elle a libéré le pont dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Les vétérans encore présents ont défilé ce matin sur ce pont qu'ils ont libéré il y a 74 ans en présence d'élus et d'un orchestre pendant la cérémonie d'hommage qui a eu lieu esplanade John Howard. On nous a décrit le Pegasus Bridge comme se voulant être un pont entre les peuples, et puis les mots de liberté et de paix sont beaucoup revenus dans les prises de parole ce matin. Nous avons rencontré le vétéran George Tabolt. Il a 95 ans, il est le dernier homme vivant de son bataillon, la 52e d'infanterie, et pour lui le mot liberté résonne d'une manière particulière. Je vous propose de l'écouter. Évidemment, la liberté, c'est quelque chose de magnifique. C'est quand on en est privé qu'on réalise sa valeur. Je viens souvent ici, vous savez, je ne sais pas, j'aime dire au revoir à mes anciens camarades, leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait. Olivier Vuorka, c'est un des lieux très emblématiques du débarquement, Pegasus Bridge. C'est un des lieux où il reste quelque chose, on voit ce qui s'est passé, donc oui, ça parle tout de suite au public. Tout à fait, alors c'est un lieu important d'abord parce qu'il faut rappeler que franchir un cours d'eau est toujours compliqué pour une armée, donc il était vraiment très important de se saisir d'un certain nombre de ponts. Et le deuxième élément, c'est que bien évidemment, Pegasus Bridge, c'est un exploit, vous l'avez rappelé, et que dans cette mesure, c'est un lieu un peu symbolique. Et dernier élément enfin, bien entendu, c'est l'un des rares éléments qui permettent un petit peu de visualiser à la fois le débarquement et la bataille de Normandie. Tout simplement parce que les vestiges matériels au fond restent assez limités. Même le port d'Arromanches, dont on peut voir aujourd'hui encore quelques fragments, ne représente qu'une infime partie de ce qu'il était, et d'autres éléments ont complètement disparu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui essayent de réhabiliter, par exemple, les caissons qui sont à Arromanches, mais ça coûterait des sommes monumentales, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous avez des phénomènes de corrosion, des phénomènes d'érosion qui font que c'est effectivement à la fois compliqué et coûteux. On va retourner voir Jean-Baptiste à Merville, Franceville, à la batterie. Est-ce que les parachutistes sont là, Jean-Baptiste ? Eh bien, pour l'heure, Laurent, pas encore de parachutistes dans le ciel ici de Merville-Franceville, mais à mes côtés, Madame la Présidente du site de la batterie de Merville-Franceville. Bonsoir Sylvie Dupont, comment avez-vous vécu cette cérémonie ? Bonsoir. La cérémonie a été un moment très très émouvant. Un grand hommage envers nos vétérans qui étaient présents. Malheureusement, ils ne sont plus très nombreux, mais c'était vraiment une cérémonie chargée d'émotions. Alors, très important à dire pour celles et ceux qui nous regardent, les touristes, les personnes peuvent venir visiter cette batterie. Combien de visiteurs par an, Madame Dupont ? Alors tout à fait, notre musée est ouvert sur toute la saison et voire un peu plus. Nous avons atteint cette année la barre des 72 000 visiteurs. Nous sommes maintenant parmi les plus gros musées sur la côte. Alors vous dites musée, mais j'aurais envie de dire site emblématique avec des vestiges. Et c'est très important, je pense bien sûr à la batterie de Merville-Franceville, aussi à la Pointe du Hoc, et de plus en plus dans le tourisme de mémoire, les lieux avec des vestiges, la terre, là même où les Alliés sont venus, où les Allemands également étaient présents, il y a eu des combats, eh bien les touristes sont de plus en plus intéressés par ces lieux de mémoire et d'histoire.
Tout à fait. Comme vous avez pu le remarquer sur notre site, et c'est vraiment un site comme vous l'avez dit, nous essayons de faire revivre et de restaurer tous nos bunkers, toutes nos casemates, de manière à ce que les touristes, les familles puissent venir voir ce qui s'est passé et qu'on puisse honorer le devoir de mémoire. Merci Madame Dupont. Et bien sûr, dès que nous voyons les parachutistes, nous vous appelons, mon cher Laurent. Pas de problème Jean-Baptiste, on vous attend, on vous attend. Un nouveau chapitre du débarquement vu du ciel avec vous Jean-Baptiste justement. On va partir dans un autre lieu très emblématique du débarquement, c'est Omaha Beach. Omaha Beach, la plus longue des plages du débarquement. Elle s'étend sur 6 km de Vierville-sur-Mer à Colville-sur-Mer. Le matin du jour J, 2 divisions américaines doivent débarquer sur cette plage jonchée d'obstacles. La géographie du lieu est à l'avantage des Allemands. Un coteau herbeux d'une trentaine de mètres surplombe le site. 6h30, les barges transportant les 1450 premiers GIs s'approchent. Les premiers hommes débarquent. L'enfer commence. 14 points d'appui de défense allemands équipés de canons, mortiers et mitrailleuses font feu sur les unités américaines. C'est un désastre. 7h du matin, place à la deuxième vague d'assaut et c'est un nouveau massacre. Peu avant 9h, le commandant Bradley à bord de son croiseur envisage de stopper l'assaut, mais au même moment les premières percées s'opèrent et les nouvelles du front sont meilleures. Le plus à l'ouest, 600 hommes ont atteint le plateau et font route vers Vierville. À l'est, un site allemand de défense a été pris en 1 heure. Non loin, un commando dans lequel est incorporé le photographe Robert Capa a atteint Colville. Au soir du 6 juin, la tête de pont établie est fragile. Seulement 8 km de long pour 2 à 3 km vers l'intérieur des terres. Le bilan est terrible. 1000 GIs sont morts, 3000 blessés. Omaha devient alors dans l'histoire Omaha la sanglante. Voilà, oui, le tourisme vivant, Chaudenu toujours avec son regard acerbe, Olivier Vivorca, Bloody Omaha. Ça s'est vraiment passé comme ça là-bas. Pourquoi on a l'impression qu'à Utah Beach, c'est quasiment une promenade de santé et à Omaha, c'est un massacre? Est-ce que c'est aussi marqué que ça, la différence? Oui, alors Omaha Beach a effectivement été un massacre pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en raison des courants, les bâtiments, les barges se sont mal positionnés et sont arrivés carrément sous le feu des batteries allemandes. Donc il y a ce problème des courants qui a joué. Le second élément, c'est que les Américains avaient tablé sur des chars amphibies qui devaient soutenir les troupes au sol et que ces tanks duplex drive ont quasiment tous coulé. Donc les fantassins se sont retrouvés sans aucun appui en feu sur la plage. Et effectivement, à un moment, Bradley a envisagé, comme le dit votre reporter, au fond, d'abandonner Omaha. Ce qui posait 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on allait laisser la première et la deuxième vague abandonnées à elles-mêmes, donc au massacre, ce qui, pour un général américain, est un crime. Et l'autre problème, c'est que l'on risquait d'avoir... Il faut ramener les boys avant le matériel. Il faut ramener les boys avant le matériel. Et le deuxième élément, c'est que l'on risquait d'avoir une dent creuse dans le dispositif. Et donc Bradley, après avoir hésité, a maintenu. Et il faut le souligner, c'est véritablement grâce, au fond, au courage d'individus. C'est véritablement l'individu au ras du sable, au ras des algues. C'est véritablement au courage de quelques individus que les troupes se sont ressaisies et ont réussi à emporter la décision. On va regarder un nouveau chapitre de ce débarquement vu du ciel. Alors on n'est pas très loin d'Omaha, dans un autre lieu qui parle beaucoup pour le débarquement. C'est la Pointe du Hoc. Un éperon rocheux plongeant dans la mer à escalader. Un défi de taille à relever. 7h10, le matin du jour J. Après une erreur de navigation, les 225 Rangers de l'armée américaine arrivent avec 40 minutes de retard au pied de cette falaise. La Pointe du Hoc. Tout en haut, une batterie allemande. Une menace pour les plages d'Omaha et Utah. Très vite, le siège commence.
Sous les tirs et grenades ennemies, les soldats américains lancent des cordes et des échelles pour atteindre ce site de défense allemand. En 10 minutes, les Rangers parviennent à atteindre le sommet et engagent le combat avec 150 artilleurs allemands au beau milieu d'un terrain marqué par les bombardements successifs. En moins de 20 minutes, la batterie est conquise, mais stupeur, aucun canon dans les casemates. Ils avaient été cachés quelques mètres au sud par les Allemands pour les protéger des bombes. Le lieutenant-colonel James Ruder et ses hommes doivent tenir bon avant l'arrivée des renforts débarqués à Omaha. Mais ils peinent à arriver. Il faudra attendre le 8 juin pour que ces héros du jour J soient secourus. Le bilan, 135 Rangers tués ou blessés lors de cette opération, devenue un épisode marquant de l'histoire du débarquement. Voilà, la pointe du Hoc, l'un des épisodes marquants du débarquement. Stéphane Mertens, comment on vit de l'autre côté ces événements qui sont pour nous des événements héroïques? Pour les Allemands, c'est quoi exactement? Ça représente quoi? Aujourd'hui, ça représente pratiquement le début de la libération de l'Europe et aussi le début de la libération de l'Allemagne. Mais tout de suite, dans l'immédiate après-guerre, c'était pratiquement plutôt les militaires qui ont essayé de s'expliquer, d'expliquer pourquoi on n'a pas pu renvoyer les forces alliées. Et aujourd'hui, on s'aperçoit beaucoup plus comment étaient les conditions sur le champ, sur le front. Et on a maintenant, grâce à un certain nombre de témoignages, aussi une idée de cette brutalité qui régnait du côté des soldats allemands. Et on s'aperçoit aussi que le premier bombardement de ces positions allemandes n'a pas été un tel succès. Ça veut dire que les soldats n'ont pas été touchés tout de suite comme c'était prévu, soit par les bombardements aériens, soit par les bombardements des bateaux. Et à ce moment-là, ils ont pu ressortir de leur bunker et commencer à tirer sur les soldats qui étaient pratiquement là sur la plage sans protection. Et un simple soldat qui a raconté comment il a pratiquement vidé toutes ses cartouches, il a à peu près fait un calcul qu'il a tué plusieurs centaines de soldats. Et pour lui, à l'époque, c'était un devoir. Et beaucoup plus tard, après la guerre, il a compris qu'il faisait partie pratiquement d'une machine sans se poser des questions. Et aujourd'hui, on commence beaucoup plus de se poser la question, mais comment ces gens ont-ils pu agir comme ça? Il y avait même en Allemagne, dans les années 80, un débat, est-ce qu'un soldat est un meurtrier? Ça veut dire, grâce à ce débat, aujourd'hui, on a une autre vision de ce qui s'est passé. Et c'est pour cela qu'on a aussi commencé à s'intéresser beaucoup plus près, mais comment ces différentes phases du débarquement se sont-ils pratiquement déroulées? Oui, tout cela évolue encore. On va partir au Havre tout à l'heure, dans un instant, retrouver Emmanuel Darcel. Et avant cela, peut-être un sujet qui représente un peu le martyre des villes normandes pendant cette bataille de Normandie. 10 jours après la libération de Paris, la bataille de Normandie est terminée. Paris est libéré le 25 août. Et le 5 septembre, le Havre est noyé sous les bombes. Regardez. On voyait les avions passer, et les bombes partaient en biais et tombaient en ville. On a vu cette ville à plat, cette ville vautrée, cette ville morte. Il est à peine 18h ce mardi 5 septembre. 350 bombardiers britanniques s'abattent sur le Havre. Ils vont revenir 6 fois, larguer 1900 tonnes de bombes explosives et incendiaires. Un cataclysme visible à des dizaines de kilomètres. On voyait ce nuage qui s'élevait au-dessus de la Seine. Hein. En 2 heures, le cœur du Havre est anéanti. Les rescapés découvrent le désastre. Le lendemain, quand je suis descendu, c'est là qu'on a constaté ça brûlait encore un peu partout. Je devinais très vaguement que l'hôtel de ville était en lambeaux. Le lendemain, l'est de la ville est bombardé avec le même acharnement. La ville est rasée à plus de 80%. Des pertes matérielles immenses, mais le plus difficile est de découvrir jour après jour les victimes. Sur la place Gambetta, ils avaient fait une tranchée et ils avaient mis des personnes avec un nom s'ils pouvaient le trouver. Les Havrais auront payé un lourd tribut à la libération, au minimum 2000 morts, auxquels s'ajoutent près de 350 disparus.
Qu'est-ce que ça veut dire disparu? Disparu, ça veut dire qu'ils ont été dispersés, éclatés, comme... On n'a pas trouvé de traces, ils sont des morts sans sépulture. Et puis on a construit notre ville au-dessus. Comme ça, avec ces gens dessous. C'est ça qui me... Je ne peux pas. Encore maintenant, pourquoi nous ont-ils bombardés comme ça? Terribles images du Havre sous les bombes. Bonsoir Emmanuel Darcel, vous êtes avec nous en direct depuis la Porte Océane et avec votre invité, l'historien John Barsman. Fallait-il bombarder le Havre? La question reste toujours posée 74 ans après. Oui, bonsoir Laurent et bonsoir Monsieur Barsman. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'Université du Havre. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Pourquoi est-ce qu'il fallait bombarder le Havre? Pourquoi est-ce que c'était si important de prendre cette ville? Eh bien, c'était la tactique. Une fois qu'on choisit, une fois qu'on renonce à la guerre populaire avec la priorité à la résistance, c'est la guerre conventionnelle et les bombardements en faisaient partie. Alors, il y a différents types de bombardements. Et c'est là-dessus que le débat porte. Est-ce que tous les bombardements du Havre, jour après jour, étaient bien ciblés, étaient nécessaires? Mais finalement, l'objectif, c'était quoi? C'était de prendre le port. Il fallait absolument prendre ce port. Alors, le port était absolument décisif pour l'accès à la vallée de la Seine, Paris, et la poursuite de la guerre vers l'Est. C'était un port en eau profonde et la forteresse, enfin, le Havre était une forteresse très, très bien défendue par 11 à 12 000 soldats et marins allemands. Et donc c'est ça qui justifie un tel bombardement pendant 5 jours. Le Havre prend des milliers de tonnes d'engins explosifs et incendiaires. C'est ça qui justifie? Oui, la tactique était utilisée dans d'autres villes. La tactique des villes françaises n'était pas la même que celle qui a été appliquée en Allemagne, qui est beaucoup plus radicale. Dans le bombardement du Havre, c'est quand même, on essaye de limiter les dégâts civils, on cible des cibles militaires. Et l'objectif, c'est d'essayer de détruire des bunkers, de détruire de l'artillerie, de bloquer les communications et de d'étourdir les défenseurs. Mais finalement, 74 ans après, les Havrais se posent toujours cette question. Pourquoi est-ce qu'on a bombardé cette ville? Est-ce que finalement les Anglais Est-ce que c'était justifié de bombarder le Havre ou pas du tout, quoi? Ils en avaient besoin pour poursuivre la guerre et... Alors, les Havrais, d'aujourd'hui, c'est pas tous... il y avait environ 40 000 Havrais en 1944. Voilà. Merci, professeur Barsman, merci. Merci Emmanuel, merci à John Barsman. On va revenir sur ce martyre des civils dans un instant. On va juste aller vous voir, Jean-Baptiste, très vite à Merville. À cause de la météo, pas de parachutage, c'est ça ? Exactement, Laurent. Je suis vraiment au regret de vous annoncer que ce parachutage est donc annulé. La couverture nuageuse est trop épaisse, le brouillard aussi. Mais tout de même, donc, un hommage se poursuit dans les rues de Mervis-Franceville, un hommage à Stéphane Grenier, un jeune homme né à Caen, né en 1983 à Caen et qui est décédé en zone irako-syrienne en 2017 parce qu'il y a aussi de plus en plus de ponts entre les cérémonies du D-Day et puis bien sûr l'histoire contemporaine et des conflits contemporains. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Olivier Vivorca, le débat, je le disais, est toujours ouvert. Fallait-il réduire les villes normandes en cendres, même si les taux de destruction, il y a beaucoup de débats maintenant sur Caen n'a pas été détruit à 90% ou à 80%, mais plutôt au tiers, à 33-35%. Est-ce qu'il fallait noyer les villes normandes sous un tapis de bombes? Alors je crois qu'il faut rappeler quand même un élément, c'est sur le prétendu choix entre une guerre populaire et une guerre conventionnelle. Les Alliés ont mesuré qu'il était absolument impossible en Europe de l'Ouest de s'appuyer sur la résistance pour un certain nombre d'objectifs. Parce que ça fait débat dans l'état-major allié aussi à l'époque. Alors ça fait à la fois débat et pas débat, c'est-à-dire que les Alliés savent très bien que les résistants ne sont pas des guerriers professionnels. Il est par ailleurs extrêmement difficile de parachuter des armes. Vous avez une légende qui affirme qu'il y a une peur du peuple du côté des Alliés qu'on ne va pas parachuter des armes. Non, ils parachutent des armes, mais parachuter des armes est quelque chose de compliqué, où il y a beaucoup d'armes qui sont prises par les Allemands. Les comités de réception ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc la résistance est considérée comme un bonus. Elle n'a jamais été considérée comme une alternative. Bon, donc dans ce cadre, on pourrait dire dans une large mesure que ce que les Alliés appliquent, c'est un principe de précaution. Bien évidemment, vous avez énormément d'alertes
de la part du général de Gaulle et même de Winston Churchill, qui craint que des bombardements intempestifs en France provoquent la colère des habitants et que les libérateurs ne soient pas accueillis en amis. Mais de l'autre, il y a des nécessités militaires, et c'est au nom de ces nécessités militaires qu'Eisenhower ordonne des bombardements. Le problème, c'est que malheureusement, ces bombardements sont relativement inefficaces. Et c'est pour ça que la question se pose. Mais elle se pose aujourd'hui. On sait aujourd'hui que les bombardements sur Caen n'ont pas été efficaces parce que, notamment, les Allemands avaient massé leurs forces à l'extérieur de la ville, alors que les bombardements visaient l'intérieur. Par ailleurs, les bombardements ont eu des effets négatifs, par exemple en creusant des cratères qui ont empêché ensuite la progression des blindés. Donc tous ces éléments, aujourd'hui, nous les connaissons, mais l'état-major, à l'époque, les ignore. Oui, c'est beaucoup plus facile de faire l'histoire a posteriori. Voilà, donc c'est au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Très bien. Stéphane Grimaldi, ça vous a amené, ce martyr des civils, à ouvrir un musée à Falaise, il y a quelques mois. Un musée unique au monde sur le martyr des civils dans tous les conflits, en fait. Alors le martyr des civils, mais pas seulement le martyr, la vie quotidienne des civils, tout simplement parce que cette Seconde Guerre mondiale tue plus de civils que de militaires, ce que personne ne voit. Elle tue 35 millions de civils et 30 millions de militaires, ce qui constitue cette différence essentielle avec la Première Guerre mondiale, qui est une guerre de militaires. Et donc on a en effet ouvert ce musée, et on parle évidemment de tous les sujets que vous abordez aujourd'hui, je vous en félicite absolument, très sincèrement. Merci Stéphane Grimaldi. C'est très bien que le service public parle des bombardements des villes, etc. Et en filigrane, enfin, des 20 000 civils normands tués ici, ce qui doit produire environ 60 à 80 000 blessés sur ce territoire de l'ancienne Basse-Normandie. On va partir en secteur américain maintenant, retrouver Stéphanie Lemaire qui est du côté de Utah Beach où avait lieu une cérémonie cet après-midi. Et puis maintenant, vous avez déménagé à Saint-Côme-du-Mont, au centre historique des parachutistes du jour J, Stéphanie. Et oui Laurent, mais je vais d'abord vous parler de la cérémonie de ce matin qui a eu lieu à Utah Beach. Cette cérémonie s'est déroulée en présence bien sûr d'officiels comme l'ambassadrice des États-Unis, les ambassadeurs danois et allemands et de représentants français bien évidemment, mais surtout il y avait une dizaine de vétérans américains toujours aussi émus de pouvoir rendre hommage à leurs compagnons d'armes tombés sur la plage d'Utah Beach. Alors qui dit mémoire dit aussi tourisme historique et donc manne économique. Nous sommes actuellement dans la boutique du musée d'Idées Expérience. Emmanuel Alain, vous êtes le co-gérant de ce musée. Vous accueillez 100 000 visiteurs par an. Est-ce qu'on gère un musée comme on gère n'importe quelle autre entreprise ? Tout à fait, hein, c'est un musée privé, donc on gère cette société comme n'importe quelle autre société. La différence avec les autres musées qui sont associatifs ou municipaux, nous on a 0 subvention, donc à la fin de l'année il faut équilibrer les comptes. Alors la boutique vous amène à peu près 30%, c'est ça, de vos revenus ? Oui, tout à fait, on se base toujours sur ce pourcentage, 30% c'est plus ou moins vrai suivant la période de l'année. Est-ce que vous vous fixez une limite quand on fait du business et des affaires avec l'histoire ? Oui, je crois que la limite, c'est le respect. On peut faire beaucoup de choses pour les festivités ou pour commémorer les vétérans, mais il faut rester dans un respect total. C'est la chose la plus importante. Vous avez réussi à multiplier vos visites par 5 grâce à un simulateur de vol, un C-47. Est-ce qu'on peut parler de simple attraction touristique à vos yeux ? Oui, c'est une attraction au vrai sens du terme. Aujourd'hui, nous, on est plutôt du côté edutainment, c'est-à-dire qu'on éduque les gens, on leur apprend quelque chose sur le débarquement avec cet avion immersif, cette attraction immersive. Mais voilà, ensuite, les gens vont pouvoir visiter le musée au vrai sens du terme et apprendre ce qui s'est passé lors du débarquement. Merci beaucoup Emmanuel. Et pour terminer, Laurent, je voudrais revenir sur un chiffre, c'est 5 millions. 5 millions de visiteurs sont venus l'année passée pour faire du tourisme historique dans la région. Et c'est vrai, merci beaucoup Stéphanie et merci à Emmanuel Alain là-bas à Saint-Côme-du-Mont. C'est vrai que les besoins évoluent. Michael Dodds, il faut pour le travail de mémoire réussir notamment pour les jeunes générations à rendre cela attractif sans dénaturer l'esprit. C'est une quadrature du cercle qui est assez compliquée quand même. C'est compliqué mais c'est le devoir de mémoire avant tout et donc c'est pour ça on encourage bien sûr l'ensemble des musées de vraiment cibler également les jeunes populations également. Et de concevoir des programmes pédagogiques qui accompagnent tout ça. J'étais à Juno Beach avec les Canadiens ce matin qui font des programmes extraordinaires et qui l'année prochaine vont faire venir des milliers de Canadiens également pour vraiment commémorer comme il faut cet événement. Donc de vraiment être attentif à comment on éduque nos jeunes et on encourage les jeunes à commémorer pour la liberté et la paix
c'est pas juste, je dirais, l'héroïsme militaire qu'on est en train de célébrer ou l'exploit technique que ça représentait, c'est le pourquoi ils étaient là. Et je pense que même les Normands et les jeunes Normandes, eux, ils ont un message aussi au reste du monde de défendre les valeurs de liberté et de paix aujourd'hui. C'est tellement pertinent. Et rien n'est jamais acquis. Absolument. Stéphane, c'est quelque chose qui vous guide aussi. Vous avez 1000 projets. Non, mais je veux dire l'évolution. Non, l'idée qu'on puisse transformer une guerre en une attraction, ça me guide absolument pas. Et la transmission alors. Et l'idée, et ici aussi, on est une société commerciale, on gagne aussi notre vie, on paye de l'impôt société, mais on ne fait pas d'attraction. Je trouve que c'est une dérive terrible. Voilà. Je la regrette profondément. Mais c'est très américain aussi dans l'esprit. C'est très américain, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas. Mais on peut. Moi, je crois le contraire. Je crois le pari que nous avons fait ici, précisément, quand on a refait tous les parcours, on l'a fait avec des historiens, dont M. Viviorca. On a appelé ça le pari de l'exigence. On pense que les 400 000 personnes qui viennent ici veulent comprendre ce qui s'est passé. Et l'histoire est très complexe. C'est très complexe, l'histoire. Ce n'est pas une histoire de gentils et de méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus gris que noir et blanc. Oui, voilà. Ça, on est bien d'accord. Et donc, les gens aujourd'hui, pour comprendre leur époque, notre temps, veulent tout simplement comprendre ce que leurs grands-parents, parents, etc. ont vécu. Et donc, il faut offrir ça aux visiteurs. Il faut leur donner des clés qui vont leur donner l'envie peut-être de lire les bouquins qui sont sur la table, qui vont leur donner envie de rencontrer des historiens. Et c'est ça notre boulot, c'est pas de faire des attractions, je suis désolé. Mais vous avez aussi voulu faire évoluer tout cela et le rendre aussi attractif d'une certaine manière. Alors je ne dis pas de mettre un simulateur de vol dans un C-47, on est bien d'accord Stéphane. Mais il y a des manières aussi avec le digital, avec le numérique, d'attirer les jeunes. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas de l'attraction, c'est de la scénographie, de la muséographie, ce sont des outils de médiation, le mot est un peu prétentieux, pardon, mais ce sont des outils, ce ne sont que des outils qui permettent au fond à nos visiteurs de comprendre le sujet que nous leur exposons. Voilà. Mais c'est pas autre chose. C'est de l'outillage tout ça. C'est de l'outillage. Il y a une évolution technique et aujourd'hui les attentes des jeunes sont autres que par exemple encore la génération de leur père, leur mère ou de leur grand-père. On parle beaucoup de la réalité augmentée, par exemple. Voilà, c'est ça. Ça veut dire si vous avez un musée aujourd'hui, il faut utiliser les médias, il faut profiter d'un certain nombre de nouvelles technologies pour non seulement attirer les jeunes, mais grâce à ça, leur faire comprendre. Parce que malheureusement, on commence beaucoup moins à lire lorsqu'on s'intéresse à un sujet. On préfère la télé, les documentaires. On préfère les écrans en général. Voilà. C'est pour cela qu'il faut aussi, de notre côté, en tant qu'historien, se poser la question. Est-ce qu'on a intérêt à écrire un bouquin de 1000 pages ou est-ce qu'on a intérêt d'essayer, dans un documentaire d'une trentaine ou quarantaine de minutes, d'expliquer à un public beaucoup plus grand, à ce moment-là, les éléments clés? Et pour le reste, c'est à eux de se poser des questions. Et Michael Dodds, dans cette transmission, il y a aussi pendant 2 jours, là, demain et après-demain, la première édition d'un grand forum, Normandie pour la paix, qui va avoir lieu avec des invités de prestige, aussi pour parler de ce concept-là. Je trouve ça absolument fabuleux et je pense que c'est un coup de maître de François-Xavier Prielot et Hervé Morin d'avoir défendu cette idée. C'est la mutation parfaite, je dirais, d'organiser un symposium international invitant les intellectuels, les stratèges, les géostratèges. Il y a Ben Ki-moon quand même, l'ancien patron de l'ONU, il y a Jean-Pierre Raffarin, il y a plein de monde qui vient. Je trouve ça vraiment fabuleux parce que si on peut être une région monde, si on peut être une région connue pour notre esprit d'ouverture, et si on peut être connu régulièrement d'être une forme d'artisan permanent pour la paix, je trouve ça extraordinaire pour l'image, la réputation de la Normandie. Donc, Normandie pour la paix, on essaie de l'instaurer ça chaque année. Et donner une petite touche conviviale à tout ça. Nous, on invite des Normands autour du monde de faire un pique-nique pour la paix. Il n'y a rien de plus simple autour de quelques beaux produits normands, de se rassembler, faire un geste d'ouverture vers les communautés internationales qui les entourent et de commémorer justement ce moment D-Day, le 6 juin, comme un moment également de défense de la paix dans le monde.
Très bien, c'est demain et après-demain donc à Caen, à l'Abbaye aux Dames, au Conseil régional. Merci Michael Dodds, merci Olivier Vivorca, merci Stéphane Grimaldi, merci Stéphane Martins. Restez avec nous, on va retrouver tous ces messieurs dans quelques minutes. Et puis je rappelle que ce soir, à partir de 20h, il y a une veillée ici avec l'historien Jean Kellien autour justement des bombardements des civils. Et ça... Je vous sens fâché, Stéphane. Ouais, ça vous plaît pas, ça, les attractions. D'accord. Attendez, on a bien compris. De quoi on parle d'une guerre qui a tué 65 millions de personnes, quoi. Enfin, je veux dire. On se retrouve dans quelques minutes.